Bonjour à tous. Bonjour Frania, vous m'entendez? Bonsoir Eva, je vous entends parfaitement bien. Écoutez, ce n'est pas de la familiarité déplacée qui fait que je me permets de vous appeler Frania, c'est à la fois de l'affection et du respect. Et les gens, quand ils parlent de vous, ils disent pas Madame Eisenbach-Havelandt, ils disent Frania, parce que dans le Frania, ils mettent beaucoup de choses. Frania, j'ai découvert tout à l'heure, et je l'ignorais, j'ai lu beaucoup de choses sur vous, que vous étiez une rockstar. Quand j'ai téléphoné à la directrice du collège qui porte votre nom, car je vais donner les informations pour ceux qui sont là, par un arrêté du 5 juillet 2019, le collège La Paillette de Ménucourt est devenu le collège Frania Eisenbach-Haverland. Voilà, et donc j'ai eu la directrice, Madame Masson, tout à l'heure, qui vous transmet ses amitiés, et elle m'a dit quand la cérémonie a eu lieu en octobre, les 500 élèves du collège vous ont fait une haie d'honneur, et pour franchir les derniers mètres, il vous a fallu au moins 10 minutes. Qu'est-ce qui se passe? Alors, vous êtes souvent allé faire des rencontres avec les jeunes. Qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait ce feeling aussi? Parce qu'il faut dire aussi que ça vient de l'école. C'est l'école qui a demandé au conseil départemental du Val d'Oise que l'école porte votre nom. Vous allez souvent faire des rencontres avec les jeunes. Qu'est-ce qui se passe qu'on comprenne quand vous rencontrez des jeunes comme ça pour qu'un lien aussi fort se soit créé? Qu'est-ce que vous leur donnez et qu'est-ce que vous avez envie de leur transmettre? Écoutez, je ne sais pas quoi vous dire, je suis moi-même surprise de tout ce qui m'arrive et cette chaleur humaine que je reçois de tous ces élèves, ça fait quand même un bon bout de temps que je parcours les établissements scolaires pour témoigner et c'est toujours un contact extraordinaire et quoi vous dire d'autre? Je suis moi-même surprise le contact que je peux avoir avec les élèves, avec les enseignants. Et je trouve qu'on fait tous ensemble un travail pour la mémoire extraordinaire. Dans la vie, on ne fait jamais rien seul. Et que ce soit dans la région rouennaise avec Rémi, que ce soit à l'arrivée dans Loiret, Corrèze, je crois que malgré l'âge, malgré la fatigue, j'ai besoin d'aller vers les jeunes. Je ne sais pas si c'est vrai, mais enfin, j'ai l'impression qu'en leur témoignant, en racontant notre histoire, je les, je les préserve en quelque sorte. Je les informe ce qui est arrivé pour qu'ils se réveillent. Parce que même en ce moment, cette situation m'inquiète énormément et bientôt nous allons tous disparaître, les derniers témoins. Et j'espère que tous ces enfants qui me donnent tant de chaleur vont se souvenir de nous et ils vont faire quelque chose Dans la pour que salle aujourd'hui, Frania, il y a des élèves du collège Les Bouvets à Putos. Je crois que c'est la première fois qu'au mémorial, il y a un public aussi jeune, donc ils vous écoutent. Moi, j'ai écouté sur YouTube, je renvoie les gens, vous trouverez facilement, vous tapez Frania, vous trouverez. Quand vous avez parlé au moment de la cérémonie qui a été faite à l'école, mais vous les avez, pardonnez-moi l'expression, carrément chauffés. Vous leur disiez, la haine a besoin de boucs émissaires et vous, les jeunes, vous devez dire non, mais vous les incitez à l'action, à dire un non volontaire, un non à affirmer. Vous leur dites, le monde de demain, il est à vous. Quel est ce nom que vous voulez leur transmettre? Qu'est-ce que vous voulez quelle force vous voulez qu'ils aient dans ce nom? je voudrais qu'ils se réveillent, qu'ils se
avec ce modernisme, les smartphones, tout ça, que ça soit pas rien que ça qui préoccupe leur vie quotidienne, qu'ils prennent conscience que ce monde leur appartient et ce monde, ils doivent le protéger eux-mêmes. Et pour cela, surtout, se débarrasser de la haine, parce que c'est la haine qui amène toutes les catastrophes. J'avais dit aussi dans ce collège que j'étais une migrante. Et c'est vrai, en 1945, lorsque je suis arrivée à Paris, j'étais une migrante. Vous La France arrivez, a oui, du camp enlevé, de Theresienstadt où vous êtes libéré. Vous ne voulez pas retourner en Pologne. Vous arrivez en France. Vous êtes seul en plus. Vous n'avez personne. personne, personne. Alors, si vous voulez savoir la raison pourquoi je suis venue en France, d'abord, je n'ai pas été consciente pourquoi j'allais vers la France. C'est une fois à Paris, j'errais dans le square, dans le rue de Paris, et une nuit, je me suis endormie dans un square sur un banc. Et je me suis dit, Frania, tu as fait une bêtise. Tu aurais dû retourner en Pologne et venir en France après. Et d'un seul coup, un déclic. Ça m'a ramené à mon enfance, à la maison le soir d'hiver, où mon père, chef d'orchestre, était plus souvent à la maison et il nous parlait de cette belle France. Solidarité, fraternité, égalité, c'est des mots qui sonnaient tellement fort dans cette Pologne où il y avait quand même la dictature. Et il nous parlait de la culture française d'Émile Zola, Léon Blum. Et ça se terminait toujours, vous allez voir, qu'un jour, je vais diriger mon orchestre à Paris. Et inconsciemment, c'est ça qui m'a guidée vers la France pour ramener mon père, que j'étais persuadée qu'il a survécu, puisqu'il a quitté la maison au début de la guerre, recherché par la Gestapo. Il est parti se cacher. Donc pour moi, lui, il n'a pas été dans les camps. Oui, c'est que vous étiez encore dans la ville où vous viviez, à Tarnów. C'est celui de votre famille qui disparaît en premier, votre père. Ouais, Et pour vous, il ouais. était peut-être encore vivant, c'est ça? Pour vous, comme il n'était pas allé dans les camps, vous aviez l'espoir que peut-être il était vivant ou pas quand vous venez en France? Si, si. C'est pour ça que je suis venue en France, parce que j'étais presque persuadée qu'il est vivant. Puisqu'il n'a pas été dans les camps, pour moi, il est parti se cacher. Quand, quand on vous voit aujourd'hui, il y a une partie du siècle qui est avec vous, des belles choses du siècle et des choses affreuses du siècle. Je voudrais, chaque fois, il y a toujours un chiffre qui me frappe quand je regarde des images de vous, quand je lis votre livre, quand je vois des choses, c'est l'âge de 13 ans. Quand cet enfer commence, vous avez 13 ans. 13 ans, il y a des enfants, peut-être, ils sont même plus âgés, ceux qui sont là. Vous avez quel âge, les jeunes qui sont à peu près 14, 15? Donc, elle était plus jeune encore que vous. Est-ce que, est-ce que très vite on perd son enfance? Ou est-ce qu'il faut du temps? Ou est-ce que la violence des événements fait que on a 13 ans et on n'a plus 13 ans immédiatement? C'est-à-dire, j'avais des réactions à la fin de la journée dans les camps de m'empêcher de dormir pour penser à ma maison,
J'appelais ça dérouler mon cinéma. Et je me mettais dans cette situation familiale et j'arrivais à croire que c'est vrai jusqu'à ce que je m'endors d'épuisement et tout de suite, très vite, appel, il fallait se lever. Les nuits étaient très très courtes. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Les questions ont juste pour but de, de vous, vous amener à vous dire ce que vous avez à en dire. Ce qui est important, c'est pas ce que moi je dis, c'est ce que vous dites. Mais quand il y a une chose qui m'a beaucoup frappée dans le livre que vous écrivez, parce que quand on parle de la déportation, on parle des camps. Bien sûr qu'on parle des camps, mais vous insistez, et je crois que c'est important de le dire ici, pour dire que l'enfer a commencé bien avant les camps. Vous habitez à Tarnów et vous dites, au départ, vous dites, on vivait comme les autres, quoi. On se sentait pas, enfin, bon, voilà. Et c'est le grand tournant, c'est le pacte germano-soviétique. La ville, le pays est partagé. La ville où vous viviez se retrouve du côté allemand. Et là, l'enfer commence tout de suite. Mais j'ai l'impression que vous insistez à juste titre dessus parce que vous avez l'impression que les gens pensent que l'horreur a commencé dans les camps. L'horreur, en fait, elle a commencé bien avant. Absolument. Alors, en ce qui concerne ma ville, euh, après 7 jours et 7 nuits de bombardement, les Allemands envahissent la ville et le cauchemar a commencé tout de suite, c'est-à-dire les magasins fermés, les banques fermées, euh, il n'y avait plus rien et, et c'était des arrestations sans fin, c'était des fusillades à domicile. Ils appelaient ça des actions. Des actions, alors je vais vous parler de la première, la plus courte. L'ordre est donné par des grandes affiches jaunes à caractère noir. Achtung, Achtung, et nous devons lire ces affiches. Alors, à partir d'une certaine date, nous devons rester à notre domicile, les fenêtres fermées, les rideaux tirés, mais les portes ouvertes. On ne savait pas ce que ça voulait dire au départ. Porte ouverte, ça voulait dire qui rentre dans une maison, dans un appartement, et qu'ils assassinent les gens. Et tout de suite, ils ont amené dans des camions des enfants et des adultes, pardon, et des personnes âgées. Alors naïvement, nous avons cru que, puisque c'est les enfants et les personnes âgées, ils vont les protéger. On ne savait pas que ces gens, on les amenait à l'est de la Pologne, à Belzec, où on les exterminait. Donc, vous voyez, tout de suite, c'est le cauchemar. Voilà. Et tout de suite, dès le début, il y a cette idée du tri, c'est-à-dire qu'on trie les gens. Vous dites tout de suite, on met les jeunes et les vieux d'un côté, c'est-à-dire les gens qui vont être improductifs, on ne peut rien faire avec eux, donc on les extermine. Mais le tri, il va être tout le temps. Il va être là, il va être dans le ghetto, il va être dans les camps. Cette chose qui est terrible du tri, comment on la Ouais. vit? Ça doit être, j'arrive même pas à imaginer ce que c'est que ce. En fait, survivre, c'est avoir échappé à beaucoup d'horreurs, mais aussi à tous ces tris. Qu'est-ce que c'est que cette notion du tri? Comment vous pouvez l'expliquer à nous, aux gens qui sont là et aux jeunes qui sont là? Eh bien, ça s'explique très facilement. C'est que les enfants, jusqu'à l'âge de 15 ans, et les adultes
à partir de 40 ans, je crois, étaient voués à l'extermination. Et on gardait seulement les gens entre 15 et 40 ans aptes au travail. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui savent que l'extermination a été tout le temps. Il y a eu Belzec, il y a eu Treblinka, il y a eu Maïdan, il y a eu Sobibor. Tout ça, c'était avant les camps de concentration où on exterminait les gens. Quand même au ghetto, quand on, avec la partie de votre famille qui est encore vivante, vous arrivez au ghetto, il y a déjà un ghetto A et un ghetto B. J'ai lu beaucoup de choses et j'ignorais que dans les ghettos, déjà, il y avait une séparation. Là aussi, c'est les vieux, les enfants d'un côté, c'est ça? Dans le ghetto? Pas dans le deuxième, dans le premier. Oui. euh, alors, dans le premier, c'était un cauchemar parce que il n'y avait pas que des gens de Tarnov, mais ils amenaient des gens des environs. On vivait dans des situations horribles. Il n'y avait pas où dormir, par terre, et les gens tombaient déjà malades. C'est... Alors après, il y a eu euh, en Allemagne, Hitler a réuni son équipe pour la solution finale. Et de cela, vous le savez sûrement, a été euh, choisi, j'ai un trou de La conférence mémoire, de Wannsee. oui, euh, ça me reviendra Oui, après. mais c'est l'idée toujours de l'extermination, et dans l'extermination, c'est le tri. Oui, Quand vous arrivez à Birkenau, à Auschwitz-Birkenau, dès que vous arrivez, dès que les gens descendent du wagon, il y a un tri tout de suite. Vous a- je me permets de rectifier, j'arrive pas à Auschwitz, j'arrive d'abord à Plaszow. Oui, ça je sais, mais je veux dire, là où il Ouais, y a à nouveau une autre sélection, c'est quand vous arrivez à nouveau à Birkenau, vous descendez du train et on vous laisse toute la nuit nu à attendre la sélection le lendemain matin par Mengele. C'est là que c'est à Auschwitz que ça a lieu? par Mengele à Auschwitz. Mais en arrivant à Plaszow, Oui. où je suis restée 1 an et demi, c'était tous les jours, la vie était en danger parce que, en plus, les fusillades, en plus, les travaux forcés, il y avait des poux corporels qui propageaient des maladies contagieuses. Et à Plaszow, on ne se lavait jamais, Ah, d'accord. on ne se changeait jamais. Donc, il y avait toutes sortes de maladies contagieuses et c'est comme ça que j'étais amenée une fois sur la fameuse colline à Mm. Plaszow pour être fusillée. Ça serait trop long de raconter ça, mais euh, Plaszow n'avait rien à envier à Auschwitz, à part le Zyklon-B. Mm. Mais les calories, et c'était tellement peu. Ils donnaient des calories pour survivre selon ils avaient besoin de nous pour travailler. C'est-à-dire qu'on ne donnait pas la même chose à manger à tout le monde. Ceux dont ils pouvaient avoir besoin avaient un petit peu plus. C'est ça? Ouais, ouais. Vous, vous avez quel âge à ce moment-là? Vous avez quoi, 16 ans? À Plaszow, j'avais 17 ans. 17 ans. Vous Ouais. travailliez à Plaszow?
Je ne faisais que ça. Quand j'étais pas malade, et il valait mieux aller travailler parce que sinon, il y avait une colline où on exterminait les malades. J'ose pas employer le mot chance, mais tous ceux qui ont survécu, c'est par, je veux dire, par miracle, par absurde, par chance, par le fait qu'ils sont pas morts, mais alors qu'ils auraient dû mourir. Le travail, c'est une des choses avec le courage de votre frère, avec le hasard aussi, comme je disais, qui a fait peut-être que vous avez survécu. À Auschwitz aussi, à Auschwitz-Birkenau aussi, vous travaillez, Frania. Aussi, vous travaillez dans la couture, c'est ça, à Auschwitz? Ouais, c'était pas la couture, c'était un raccommodage Oui. des vêtements qui étaient gazés. Des gens gazés, oui. Oui, on les raccommodait, on les mettait dans des grands cartons. Les adresses étaient déjà écrites et on les envoyait en Allemagne. Les Allemands portaient les vêtements des gens assassinés. Mais je n'ai pas toujours travaillé. Mais le travail, c'était la survie. Voilà. Est-ce que c'est à ce moment, à quel moment vous avez connu celle que vous appelez ma sœur de camp, Toucha? À quel moment vous la Dès le connaissez? départ, dès le départ. Quoi, dès la ville où vous viviez, dès Tarnov, vous le connaissiez Oui, déjà oui, avant? oui. Ah oui, d'accord. À Tarnov, parce que j'avais un oncle qui avait une école de musique. Et j'ai croisé Toucha, elle était élève, et lorsque la guerre a éclaté, elle tout de suite, elle s'est trouvée toute seule, elle s'est blottie contre moi, et puis nous nous sommes jamais quittés jusqu'à Auschwitz-Birkenau. D'ailleurs, il y a quelque chose qui est unique, je crois, c'est que notre tatouage s'essuie. Moi, j'ai 22 350 et le sien 22 351. Par chance, elle a survécu et on se voyait assez souvent. Et heureusement, dans ces camps, quand on avait encore quelqu'un de temps ancien, quelqu'un qui vous connaissait. Quand nous avons été séparés à Auschwitz-Birkenau, pour moi, c'était un vrai drame. Vous avez dit une chose qui est très importante, et vous dites quelqu'un qui vous connaissait. Ben, La volonté, je dirais, des nazis était d'enlever toute identité aux gens, qu'ils ne soient plus oui, rien avant de les tuer. Et bien quelqu'un qui vous connaissait, ça vous rappelle aussi que vous êtes un individu, un être humain, avec une histoire, avec une famille, avec des gens qui vous ont aimé. Et mais oui, mais oui. ça, quand ça revient, ça, qu'est-ce que ça fait? Ça redonne du courage ou ça fait de la peine? Qu'est-ce que ça fait quand on se dit oui, la vie Les deux, d'avant? Les deux? les deux, les deux. C'était même, on n'arrivait même pas à se parler de la vie d'avant parce que l'émotion était trop grande. Mais la voir était déjà la vie d'avant. La voir à vous, après de vous, et la voir de vos yeux. Absolument. Ce lien-là, il peut être comparé à autre chose ou à rien. Ce lien, cette amitié, cette sorte de camp, sœur de camp, il n'y a pas d'équivalent pour qu'on puisse comprendre. Non, 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 hein. non, non. C'est quelque chose qui est un témoin de ma vie, un témoin des camps. D'ailleurs, Toucha, je dois dire, nous avons été séparés à Auschwitz-Birkenau. Moi, je suis partie à Flossenburg, elle à Bergen-Belsen. Et elle a survécu.
après la guerre, elle avait la famille aux États-Unis, donc elle ne savait pas que j'ai survécu tout de suite. Et là-bas aux États-Unis, on les appelait les survivants. Et étant donné, pour avoir la nationalité américaine, il fallait savoir parler l'américain. Mhm. Et donc, elle allait à l'université et tout de suite, on lui a demandé de témoigner. Tout de suite, oui. Tout de suite. Alors que déjà en France, pour moi, en arrivant, il a fallu déjà que j'apprenne à parler français. Donc, c'était ça la difficulté. Mais en plus, à l'époque, les gens n'avaient pas envie d'entendre, même pour les survivants qui parlaient français, faire parler les témoins, ça a mis du temps. Absolument. Pour la bonne raison que Général de Gaulle voulait que les Français se réconcilient, puisqu'il y avait la collaboration, il y avait des règlements de compte, et donc on n'en a pas parlé. Et alors le grand bouleversement de la situation était lorsque le film de Steven Spielberg est sorti, Plashow. Le film La liste de Schindler, et qui La parlait, lutte de qui se Spielberg. passe, Oui, qui parle oui, justement du camp de concentration de Plaszow où vous étiez. Et les gens qui l'a sauvé venaient de ce camp. voilà. Alors, étant donné qu'il n'y avait pas de Français dans le camp de Plaszow, lorsque ce film est sorti, il y a eu des polémiques. On prétendait que M. Spielberg, c'est un Américain, c'est un romancier, et il veut gagner de l'argent, il raconte avec ce drame une histoire. Et c'est là que j'étais invitée à France Culture pour parler de ce camp et soutenir le film de M. Spielberg. D'ailleurs, j'ai une très belle lettre de M. Spielberg de remerciement. C'était la première fois que vous parliez? Vous ne parliez pas jusque-là? Vous n'arriviez pas? Vous ne pouviez pas? Qu'est-ce qui se passait jusque-là? C'est pas vraiment la première fois. La première fois, je parlais au mémorial de la Shoah. C'était bien sûr parce que c'est maintenant. C'était dans un grenier. C'était un certain monsieur Léon Abramovitch qui a recueilli mon témoignage. Et ce monsieur est décédé très vite après. Et ses enfants m'ont dit qu'ils ont envoyé le témoignage à Washington au mémorial. C'était ça, vraiment le premier témoignage. Le Mais film de même pas. Spielberg a été un déclencheur pour vous? Est-ce que ça, ça a été quelque chose qui vous a incité à témoigner davantage? Est-ce que ça vous a, j'ose pas dire fait du bien, ça semblerait indécent, mais est-ce qu'il parle justement du quand vous aviez été, que ce soit Spielberg qu'il fasse, qu'est-ce qui s'est passé chez vous en voyant ce film, que ce film existe? J'étais un témoin. Hmm. Il n'y avait pas d'autres témoins en France, puisqu'il n'y avait pas de Français à Plaszow. Donc, pour moi, c'était une évidence. Je suis un témoin, et un témoin, ça témoigne. Et surtout, surtout, quand vous avez vécu quelque chose et on ne vous croit pas, Qui ne vous croyait pas? Quand vous dites on ne vous croit pas, vous parlez d'une manière générale, pensez quoi? À la vague de négationnisme qu'il y a eu un moment ou à de l'incrédulité peut-être de gens autour de vous? Quand vous dites non, on ne vous croit pas, c'est quoi? les gens ne croyaient pas à ce film. Ah, vous parlez du film, d'accord. Oui, oui.
après, c'est après que vous avez commencé à témoigner plus régulièrement? Ouais, oui, parce qu'on m'a demandé. Parce C'est, que après, bon, euh, la liste de Schindler s'était projetée dans le monde entier. Tout le monde savait qui est Monsieur Spielberg. Est-ce que vous vous êtes senti d'une certaine manière reconnu en tant que déporté grâce à ce film? Vous venant d'un camp que les gens connaissaient moins, venant de Pologne, est-ce que ça vous a peut-être un peu aidé pour être un peu mieux? Ben, on croyait à mon histoire. Mm. On Vous, croyait à mon histoire. vous en parliez autour de vous, à vos Non, amis, à personne? des amis, oui, mais en famille, non. Pourquoi en famille, non? C'était trop dur? C'était trop dur et en quelque sorte, je voulais les protéger. Et quand vous avez commencé à témoigner à l'extérieur, est-ce que eux, ça les a aidés pour vous poser des questions? Non, Non, posez pas de questions. non, Votre petite fille vous a accompagné quand vous êtes allé en Pologne. C'est elle qui a oui, souhaité que vous alliez. oui, Vous étiez mais heureuse que avant, l'idée vienne d'elle? Ça vous a fait ah, plaisir? Est-ce que vous étiez heureuse que l'initiative vienne de votre petite fille, que cette transmission ait eu lieu? absolument, absolument. Mais si je peux me permettre, je voudrais dire deux mots de mon mari. Je vous en prie. On- Après la guerre, j'étais dans un centre d'accueil, rue Lamarck, et après Guy Patin. Et puis un jour, on me convoque dans un bureau pour me dire que j'ai manqué ma scolarité et qu'il faut que j'apprenne euh, un métier. Donc, on me montre un éventail de professions et étant donné que je ne parlais pas français, je choisis prothèse dentaire en pensant que c'est un métier technique et je n'aurais pas besoin de parler français. Tout cela pour vous dire que dans cette école, j'avais à ma droite un homme qui est un ancien prisonnier de guerre qui était, à l'époque, ça m'a paru énorme. Il avait 7 ans de plus que moi et il parlait allemand, donc il m'aidait beaucoup. Mais de temps en temps, bien sûr que je tombais malade. Et en venant pas au cours depuis plusieurs jours, le professeur lui demande qui est-ce qui la connaît, qui sait où elle habite, pour savoir ce qu'elle devient. Et c'est là mon voisin de droite, en m'accompagnant une fois, il s'est proposé et je dois dire qu'il m'a sauvé de la mort. Ah oui. J'étais malade, connaissant personne. Je me laissais carrément mourir. Donc il est venu et il a vu dans quel état j'étais. Il a fait venir un médecin, un peu de nourriture, parce qu'il faut vous dire qu'à l'époque, on n'allait pas acheter la nourriture, tout était avec des tickets. Enfin, il m'a mis un peu sur pied, nous nous sommes rapprochés
Et 2 ans après, nous nous sommes mariés. Et je suis devenue française sans savoir parler français. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que mon mari est un ancien prisonnier de guerre, résistant, et c'est lui, par la suite, qui m'a fait connaître une association de déportés résistants, la FNDRP, pour rencontrer d'autres personnes comme moi, parce que ils sentaient ma souffrance. Donc, en rencontrant des gens qui, a, qui, ont, qui ont vécu quelque chose de semblable, ça pourrait, ça pourrait m'aider. Voilà. Et oui, mais effectivement, je suppose, d'imaginer, et c'est dur d'imaginer que après, euh, c'est pas que ça fait chaud au cœur de voir quelqu'un qui était un ancien déporté, mais même sans parler, on doit se dire, lui, il a vécu pareil. Donc même si on n'arrive pas à parler, il y a quelque chose qui communique. C'est quoi? C'est de la solidarité, c'est juste se reconnaître. C'est quoi ce qui se passe? Ça Et ben, réconforte. c'est pas être obligé de se justifier. Ouais. On n'avait pas besoin de raconter, on savait ce que chacun a vécu. On était là pour se réunir, pour se faire du bien, rencontrer des gens qui vous ressemblent, ça fait du bien. Est-ce que même après, on continue à avoir une part de soi qui fait qu'on se sent différent d'avoir vécu ça? Ah oui, oui. J'ai des tas d'appellations, déportés, survivants, 22 350. Et vous, dans votre fort intérieur, est-ce qu'il y a des moments où vous arrivez, j'ose pas dire le mot oublié, mais juste une femme qui parle avec une amie, une mère avec sa fille ou son fils, une personne qui fait la cuisine. Est-ce qu'il y a des moments où ça peut s'éloigner ou pas? Tout à fait. Et je fais tout pour. Et j'ai des amis qui m'aident. Oui, oui, non, mais je ne pleure pas du matin au soir. Non, non, je Non, suis... je pense pas du tout que vous pleurez. Je veux dire, est-ce que c'est comme une chose qu'on aimerait par moment dire, voilà, je la mets de côté. Voilà, je veux aussi de l'insouciance, je veux du rire, je veux. Oui. Est-ce que vous Alors, aviez un caractère particulièrement fort pour avoir vécu tout ça, ou bien non, je ne sais pas. Est-ce que vous étiez forte déjà au départ ou pas? je crois. Hmm. Je crois. Quand je pense à la gamine que j'étais, euh, oui, je crois que j'étais fort. Mes parents ont tout fait pour que je sois forte. C'est, je ne sais pas si je m'explique bien, mais survivre et parler, Hmm. c'était pas donné à tout le monde. Tellement. Donc, il y a des gens qui s'étonnent que je continue à témoigner, mais je dois ça à la vie. Et vous le devez Je dois, peut-être aussi aux morts, à ceux qui n'ont pas vécu aussi. mais oui, Vous le racontez dans votre livre, vous croisez une femme qui part vers eux. Elle sait qu'elle va mourir et elle te dit, si tu vis, dis-le. voilà, oui, oui, c'est, il y a des gens qui prétendent que dans les camps, il n'y avait pas de solidarité.
Moi, j'ai eu cette chance. C'est vrai? Vous avez vu de Ah, la solidarité. Ouais. ah oui, Même quand on est au comble du désespoir, il y a des moments où la solidarité peut agir, peut être. vous savez, tout dépend de ce qu'on demande à l'autre. Ouais. Si on demande l'impossible, vous savez, il suffisait de un regard bienveillant Mm, sur le chalet mm. quand on s'endormait, les gens agonisaient à côté de vous. Et ça aussi, une dernière parole pour soulager ce départ. Je ne vais pas me faire passer pour quelqu'un d'extraordinaire, non. Il y a eu des moments où j'essaie aussi de me fâcher. Mais nous étions dans la même galère. Mhm. Si on ne se soutient pas, tout en vous parlant, vous voyez, je reviens à Plaszow. Mhm. À Plaszow, c'était des heures et des heures d'appel. Et moi, j'avais des problèmes, je m'évanouissais. Donc, lorsqu'on était à l'appel, les gens savaient si on reste trop longtemps que je vais m'évanouir. Donc, au lieu que je sois au premier rang, on me mettait à l'arrière. Si je m'écroule, qu'on me laisse jusqu'à ce que je revienne à moi. Et c'est là où il y avait Toucha, ma, ma sœur de déportation. Je pense que sans solidarité, on ne survit pas. Ce que vous dites pour des conditions extrêmes, euh, on se dit pourquoi il n'y en a pas plus dans un monde aujourd'hui qui est beaucoup plus simple? Pourquoi finalement la solidarité, est-ce que vous avez l'impression que le monde aujourd'hui, que les gens pourraient être plus solidaires qu'ils le sont? Absolument. On a l'impression que les gens sont très personnels, chacun pour soi et Dieu pour tous. Et s'ils ne prennent pas garde, la catastrophe peut vite arriver. Quand, quand vous avez vécu tout ça, vous êtes ressorti avec l'envie de transmettre de la solidarité, envie de transmettre une idée de fraternité, envie de transmettre du courage aux jeunes. Mais est-ce qu'il y a des gens qui... Il y a peut-être aussi des gens qui sont sortis avec un tel sens que l'existence est d'un absurde total qu'ils ont sombré dans un pessimisme. On a vu des gens survivre au camp et se suicider après. Qu'est-ce qui... Oui, Ça, comme c'est Primo une Levi. chose qui semble terrible et qui a existé. Mais vous savez, on sort, on se sort pas des camps. On est toujours dedans. Si on s'accroche pas, un devoir de mémoire à des gens, si on reste avec soi-même, forcément que on ne peut pas vivre longtemps. Mais en même temps, quand on a la chance de survivre, la vie est tellement belle.
Il y a tellement de choses à faire dans ce monde. Pourquoi les êtres humains ne respectent pas ce monde? Pourquoi cette haine qui n'en finit pas? Je ne comprends pas. Je dis toujours aux élèves que nous sommes une seule race, la race humaine. S'ils ne veulent pas comprendre ça, eh bien, il y aura toujours des guerres, il y aura toujours la haine, et il y aura toujours des migrants qui encombrent tellement les gens de maintenant. Les gens ne pensent pas que ça puisse leur arriver. Ils se sentent épargnés. Et il y en a qui ne connaissent même pas l'histoire. Mais d'avoir vu la fragilité de la vie, c'est comme si vous voyez la Terre avec une sorte d'amplitude plus large. Vous la voyez, vous voyez pas de différence entre les races. Vous voyez l'absurde, comme si ça vous avait donné une distance autre. J'ai l'impression que vous me parlez, vous êtes à la fois très proche, mais vous avez une sorte de distance humaine qui vous fait voir, voilà, vous avez plus de hauteur. Bah, ça me fait très plaisir ce que vous me dites. Oui, Il y a des gamins là qui vous écoutent. Si vous oui, aviez envie de leur dire une chose, une seule, vous dites quoi? Ils sont là, ils ont 13, 14, 15 ans. Qu'est-ce que vous leur dites? protégez votre monde. La vie vous appartient. Ne la laissez pas gâcher. Et je vous dirais, vous les jeunes, se débarrasser de la haine, ça commence déjà à la récréation à l'école. C'est là qu'on doit commencer à réfléchir. Ce que c'est la haine. C'est la haine qui détruit ce beau monde où nous sommes que de passage. Frania, je ne vais pas vous fatiguer davantage. Ce que vous nous dites est important. Dans votre témoignage, je dirais important pour notre vie à chacun d'entre nous. Je veux dire que le livre que vous avez écrit vient d'être réédité par l'Harmattan. Je vous conseille de le lire. Il s'appelle Tant que je vivrai. C'est ce que le frère de Frania avait promis à son père. Tant que je vivrai, je la protégerai. De Frania Eisenbach-Haverland, et il est publié chez l'Harmattan. Je voudrais vous signaler aussi deux choses que fait Rémi Picard, qui est très proche de Frania. Il a fait un spectacle qui s'appelle Fragments d'une vie de déporté et qui était monté à Rouen. Et il a fait un livre, après avoir accompagné Frania en Pologne, il a écrit un livre qui s'appelle Suite polonaise et qui est publié à l'Harmattan. Voilà, Frania, je voulais vous remercier infiniment. Vous nous avez fait beaucoup de bien. J'espère que de savoir que beaucoup de gens sont là et vous écoutent avec attention et affection, j'espère que ça vous fait du bien. Ça me fait du bien. Je les embrasse tous et je suis vraiment désolée de ne pas être parmi vous. Mais vous êtes parmi nous. Est-ce Merci, que, Frania. excusez-moi Frania, c'est Julie. Est-ce que vous souhaitez répondre à une ou deux questions du public Oui, Volontiers. volontiers. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Ah, pardon. Bonsoir madame, enfin bonsoir Frania. J'ai bien entendu votre témoin. J'entends plus. Ah pardon, excusez-moi. J'ai bien entendu votre témoignage que j'ai trouvé très précieux et très touchant, d'autant plus que je n'avais pas pensé à d'autres témoignages que je vise Birkenau. Et de mon côté, j'avais une question à vous poser puisque vous n'êtes, si j'ai bien compris, jamais retourné dans votre Pologne natale juste après la guerre. En tout cas, pas tout de suite, en tout cas.
Et je me suis demandé, est-ce que vous n'avez pas eu une amertume en voyant ce qui est devenu la Pologne après la guerre? Parce que les premières années après la guerre, l'antisémitisme était toujours là en Pologne. Il y a même des Polonais qui ont osé dire les Allemands n'ont pas fini leur travail. Et en plus de cela, la Pologne est devenue une dictature communiste qui, certes, on la préférait à l'occupation nazie, mais c'était à peine mieux quelque part. Donc, Mm. n'avez-vous pas eu mal quelque part en voyant ce qu'est devenu votre Pologne natale après la guerre? Eh bien, je vous répondrai par un seul mot, oui. Je suis vraiment, vraiment désespérée. S'ils n'ont pas compris jusqu'à maintenant, c'est qu'ils vont jamais comprendre. Oui, je suis très heureuse d'être venue en France et pas retourner en Pologne. Mais aussi, je vais dire, j'ai l'habitude pour dire que je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Je connais des gens en Pologne qui souffrent de cette situation. Donc, il faut faire attention et pas les mettre dans une situation de culpabilité. Mais c'est vrai que ce gouvernement polonais est horrible. Horrible. Comme quoi, on ne peut rien comprendre à cette humanité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Moi, je suis polonaise, juive, et je veux juste dire que c'est vrai. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Et je suis aussi venue en France. Vous voulez pas poser de questions? Tu veux parler en polonais? Un petit mot en polonais? C'est une polonaise qui te parle. Oui. Oui, elle te répond. Vous êtes toujours là? Oui, levez-vous, car vous regardez comme ça, elle vous voit. Parce que elle peut peut-être vous parler. Bonjour, dzień dobry. Dzień dobry. Ah. Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że to jestem... Je dois parler français. Mówię, że też jestem Żydówką z Polski, tylko że z Lublina. A bardzo się cieszę, że pani dzisiaj z nami jest i wszystkim to powiedziała. Traduit. J'ai dit juste que je suis aussi polonaise de Pologne, juive polonaise, mais d'une autre ville, et que je suis contente qu'elle peut transmettre. Et vous êtes de Lublin? Oui, Oui? oui. Oui. Bonjour madame. Oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Merci infiniment de votre témoignage. J'avais juste une question rapide. Comme vous disiez que rien n'est simple et tout était un peu brouillé, est-ce que vous aviez eu des marques d'humanité de la part de certains Allemands? Et la deuxième question, c'était quel regard vous portez sur l'Europe et l'Allemagne d'aujourd'hui? Alors, la réponse va être rapide, monsieur. Non, Jamais. D'accord. jamais. Mais quel regard vous portez aujourd'hui sur l'Europe? Est-ce que de voir l'Angleterre nous quitter? Est-ce que de voir l'extrême droite quel regard vous portez là-dessus aujourd'hui? Eh bien, je suis navrée. Parce que si l'Europe n'a pas toutes les qualités, ça fait quand même plus de 70 ans qu'on n'a pas eu de guerre, alors que la Première Guerre mondiale, il n'y a eu que 20 ans. Donc, vous voyez, grâce à l'Europe, nous n'avons pas de guerre. Et rien que pour ça, il faut prendre conscience. Tant que nous sommes unis, on est beaucoup plus fort. C'est l'Angleterre, bon, on verra bien dans quelques temps s'ils ne vont pas regretter. Mais moi, je dis vive l'Europe. Voilà.
Bonsoir Frania. Bon, J'avais une question un peu naïve de quelqu'un qui est né après la guerre. Euh, à quoi ça pouvait ressembler une journée dans un camp et surtout le soir, comment est-ce que vous pouviez faire pour tenir jusqu'au lendemain? alors à quoi ça ressemblait? Déjà des heures d'appel, debout. Après, il y a la distribution de la soi-disant de café. Il n'y avait pas de café, c'était une eau colorée avec un morceau de pain. Le soir, une distribution de soupe. Et là aussi, c'était un peu spécial. Ils amenaient la soupe dans un tonneau et il fallait faire la queue. Alors, je ne vous parle pas de l'hiver, -30, -35, jamais une soupe chaude. Donc, et c'est difficile de s'imaginer, de décrire une journée. Déjà, on est harcelé, on nous crie dessus, on nous tape dessus. C'est, je ne peux pas, je ne sais pas si je dois évoquer une journée particulière. Nous étions à l'appel entre deux baraques et dans notre baraque, il y avait une maman avec sa fille. C'était un cas unique. Et au petit matin, on nous fait lever, appel, on sépare la fille de la mère à une distance à peu près de 100 mètres. Et le jour se lève, on voit arriver des hommes avec des brouettes, enfin une brouette, avec une énorme pierre. Alors, on ne comprenait pas au départ. Et puis après, l'ordre est donné à ces hommes qui ont amené la pierre de la donner à la fille. Et on ordonne à la fille porter cette pierre à bout de bras à la mère. Une fois la mère à cette pierre, il fallait qu'elle retourne la fille à sa place et la mère porte la pierre à sa fille. Je ne veux pas faire durer le cauchemar. Au bout de quelques minutes, l'une comme l'autre meurt. On les a ramassés, on les a mis sur la pierre dans la brouette. Voilà, des choses comme ça. Et je peux citer d'autres spectacles. Après une journée de travail, une fois sur nos chalets, il
fallait se lever, aller à l'appel-place et assister au pendaison. Alors, c'était peut-être pas le quotidien, mais il y a eu d'autres choses horribles. Je ne peux pas vous dire comment il faut les nommer, ces êtres humains. Voilà. Merci, Frania. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour. J'aimerais savoir, est-ce que jusqu'à aujourd'hui, vous avez toujours de la haine en vous par rapport à ce qui s'est passé, ou est-ce qu'au bout d'un moment, vous avez dû pardonner pour être en paix avec vous-même en quelque sorte? Drôle de question. D'abord, je ne sais pas ce que ça veut dire la haine. Si j'avais la haine, je serais pareil aux autres. La paix avec moi-même, je l'ai. Pardonner. Personne ne nous a demandé de pardonner. Ça veut dire quoi, pardonner? Est-ce Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, enfin, je pense que oui, mais est-ce que vous les détestez toujours, ces gens-là? Est-ce qu'au fond de vous, vous avez toujours cette colère? colère, oui. Au milieu ou ici, ça va? Bonsoir, Frania. Bonsoir. Je vous ai déjà vu à plusieurs reprises sur YouTube et je n'osais pas poser la question sur la haine parce que c'est plus récent pour moi, donc je n'ai pas besoin peut-être de dire d'où je viens. Mais comment est-ce que vous avez vécu tout au long de votre vie ce sentiment d'être différent? Enfin, qu'on vous montre que vous êtes différent. Comment est-ce que vous avez vécu cela? Je vous remercie. Oui. Comment vous dire? Mais comment ne pas être différent? Quand on a vécu quelque chose de semblable, on est différent. On n'est pas comme les autres, on revient dans notre monde. Mais ne croyez pas que je pleure du matin au soir. J'aime la vie, j'aime les gens. Ça, ils n'ont pas abîmé en moi. Alors bien sûr, rester seule survivante de toute la famille, malheureusement, le bonheur n'est plus pour moi. Voilà. Bonjour. Bonjour. En fait, j'aimerais vous demander deux choses. Une première, est-ce que vous avez vécu une forme ou un judaïsme pur quand vous étiez en Pologne? Et par la suite, quand vous êtes revenu, si vous le pratiquiez ou est-ce que vous en étiez à la recherche, est-ce que vous auriez voulu ou entrepris de pratiquer encore une forme de judaïsme ou autre? Merci. Alors, j'étais élevée dans une maison laïque et je ne remercierai jamais mes parents de m'avoir élevée comme ça. Et le judaïsme, je me sens absolument proche de mon peuple. Mais en ce qui concerne les religions,
je suis désolée, les religions nous séparent. Et moi, je voudrais que tout le monde vive ensemble, en bonne intelligence. Alors, vous ne serez sûrement pas d'accord avec moi, mais je ne sais pas comment on réfléchit quand on voit ce qui se passe maintenant. Les religions, au lieu de s'unir, voilà, je ne sais pas, ma question ne va pas vous satisfaire, je le sais, mais je suis très proche de mon peuple, mais la religion, non. Merci beaucoup, Frania.